Eh bien, allons-y. Bonjour à toutes et à tous. Euh, Vous êtes dans la bonne salle, je pense. On va passer un bon moment ensemble. Donc, je suis Romain Vailleux. Je suis consultant chez Octo dans ma vie professionnelle et je suis agiliste depuis 2015. Voilà. J'habite à Guingamp pour les présentations familiales. Et ce qui m'intéresse en particulier dans ma vie professionnelle, c'est l'interaction entre les humains et les systèmes techniques. Voilà, on va dire que c'est mon point d'intérêt en ce moment. Et je suis accompagné par Gilles. Vas-y, Gilles, présente-toi. Merci Romain. Je suis un collègue de Romain depuis une petite année maintenant. Et ce qui nous a rapprochés, Romain et moi, c'est qu'on a découvert un livre et qui nous a amené à échanger différentes réflexions. Ce talk vous parlera effectivement de système humain, de système technique. Comment est-ce qu'on peut effectivement assurer une des meilleures réconciliations autour de ça, au travers d'un bouquin, ses enseignements et surtout les réflexions un peu plus vastes. Quel est donc ce mystérieux bouquin, Romain ? Le bouquin qu'on a découvert, c'est Team Topology. C'est un bouquin qui a été écrit, publié en 2019 par Matthew Skelton et Manuel País. Et moi, ça a été un peu... voilà, j'avais un parcours d'agiliste très centré sur les interactions, etc. Et ça m'a un peu ouvert les yeux sur, on va dire, la consistance ou la cohérence entre les organisations et les systèmes techniques et les interdépendances qui pouvaient exister. Donc cette conférence-là, elle va se dérouler en deux parties. Il va y avoir une partie plutôt sur qu'est-ce que dit le bouquin, entre guillemets. Et puis après, on va essayer de mettre ça en perspective avec nos expériences et donc ce qu'on a pu voir et vivre dans nos contextes pro. Voilà. Vas-y, Gilles, qu'est-ce que nous raconte ce livre ? Alors, ce livre, il commence directement par une phrase choc. Il reprend en fait un adage qu'on attribue souvent à Melvin Conway. On utilise souvent l'expression la loi de Conway, mais il n'a jamais établi de loi et jamais de son propre fait. C'est une phrase très intéressante qui dit que les organisations qui conçoivent des systèmes tendent inévitablement à produire des designs qui sont des copies de la structure de communication de leur organisation. Alors c'est une phrase qui claque, mais en concret, ça est somme toute assez facile à comprendre. C'est de se dire que si on constitue des équipes d'experts, par exemple des équipes experts de base de données, experts de l'UI, experts des API, on va, somme toute, chaque équipe est isolée l'une de l'autre, et ben elles vont produire effectivement des applications qui sont le fruit de leur expertise, et quand ils vont interagir et concevoir leur logiciel, ils vont le construire uniquement au regard de leur expertise. Et on voit que sur l'architecture que ça donne somme toute des logiciels, des applications sont toutes très pointues, mais qui, d'un point de vue business, effectivement, ne sont peut-être pas très souples, puisque chaque règle business qu'on va vouloir rajouter, qu'on va vouloir faire évoluer, va nécessiter de l'intervention en fait, de chacune de ces équipes au regard de son expertise. Et ça, on se dit bien que dans l'agilité et sur le fait de pouvoir réagir au changement, c'est pas excessivement efficace. Et la réflexion qui se partage de plus en plus, c'est que on peut faire ce qu'on appelle la manœuvre de Conway inversée. C'est-à-dire, partie finalement de ce postulat, on pourrait se dire, si on faisait des designs d'architecture qui sont le reflet des équipes, et donc travaillons sur constituer des équipes pluridisciplinaires, centrées autour de problématiques métiers, qui vont construire des logiciels avec une grande qualité, qui répondent particulièrement bien aux besoins et avec justesse au domaine métier qui leur est afféré, et gagnant effectivement un système plus souple, et aussi des équipes qui vont pouvoir développer ce qu'on appelle leur profil hanté, à la fois leur domaine d'expertise sur un axe vertical, et le domaine d'expertise de leurs camarades sur un axe horizontal. Donc ça, c'est le postulat sur lequel reprend Team Topologies, et on arrive finalement à ce mot qui a été lâché par Romain lors du pitch de 30 secondes, d'un design d'un système dit socio-technique. Socio pour la dimension sociale, l'organisation des êtres humains en équipe,
qui finalement a une relation de cause à effet sur effectivement le design d'architecture et d'un format du système d'information cible qu'ils vont dresser. Et tout l'exercice qu'on va avoir en tant que coach d'organisation, c'est partie de la stratégie d'entreprise. Veillons effectivement à aligner à la fois ces équipes et le système d'information cible que l'on souhaite atteindre pour atteindre les objectifs business. Et le bouquin va nous y aider et va nous faire différentes recommandations. La première recommandation, et qui est même plus qu'une recommandation, c'est une condition sine qua non, c'est l'approche dite Team First. Peut-être que le mot ne vous est inconnu, mais en fait, dans ces concepts, c'est quelque chose qu'on manipule beaucoup, nous, dans le milieu agile. C'est qu'on souhaite que les équipes soient petites, qu'elles aient une diversité à la fois de compétences, d'opinions, qu'elles soient à la fois créatives face à chaque nouveau problème, qu'elles soient responsables. On parle notamment d'équipes qui font du build and run. On souhaiterait qu'elles soient stables et pérennes, qu'il y ait une logique de solidarité entre elles. Et le bouquin dit, l'équipe, c'est la plus petite unité qui peut composer justement ce système organisationnel qui va nous permettre de designer ce système d'architecture cible. Donc on n'ira jamais plus bas, l'équipe reste l'équipe. Autrement dit, l'équipe est une espèce de boîte noire duquel effectivement on veillera à ne pas interférer. Néanmoins, on ne peut pas laisser un ensemble d'équipes comme ça, qui ne soient pas reliées les unes aux autres, sinon ça ne donne pas un système qui est relié. Tu peux juste passer à la slide suivante, Romain? Merci. Et donc, pour ce faire, on va avoir donc un ensemble d'équipes qu'on va essayer d'isoler au mieux pour qu'elles puissent fonctionner et se concentrer un maximum sur ces tâches, mais on va leur demander de travailler aussi sur les interactions utiles et nécessaires. Et un des premiers concepts qui est intéressant que nous propose Team Topology, c'est on travaille bien sur une logique de microservices. Et ces microservices, on va essayer de les faire interagir via des contrats d'API. Pourquoi ne pas faire de même pour nos systèmes sociaux, sur la partie socio de la socio-technique, avec des API d'équipe. Et ces API d'équipe, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle décrirait un petit peu le code, les repos de code là où elle irait, les dépendances duquel elle a besoin effectivement pour pouvoir avancer et de qui elle dépend aussi dans son concept de chaîne de valeur, avoir quelques notions de produits, quelques bonnes pratiques, un élément aussi fondamental qui est de se dire ok, comment contacter l'équipe avec justesse pour être sûr de ne pas les déranger, mais s'il sera quand même utile et nécessaire. Quand on parle de pratique, et donc on parle aussi d'éléments de rituel, comme par exemple la démo est le bon moment pour faire un feedback à l'équipe, et ce sera pour cette équipe-là, je sais pas, le jeudi, 2 fois par mois, à 14h. Et ce qui est intéressant dans cette démarche de créer des API d'équipe, c'est qu'on va vouloir créer des standards, de pouvoir unifier en fait un système. Et pourquoi est-ce qu'on va vouloir créer des standards? Parce que l'intention derrière tout ça, c'est de travailler sur un concept fondamental exploré par Team Topologies, qui est la charge cognitive. Dans sa définition, nécessaire et suffisante, c'est la capacité de stockage d'informations dans la mémoire de travail. On veille juste à ne pas parler de charge mentale, parce que la charge mentale est peut-être un concept davantage associé au féminisme, on va parler plus de charge cognitive. Et donc on va veiller à ce que chaque équipe ait la juste mesure de sa charge cognitive, qu'elle soit en maîtrise de celle-ci, parce que si elle venait à la dépasser, on va se retrouver avec une équipe qui va avoir du mal à répondre aux challenges, avoir du mal à résoudre des problèmes, elle va avoir un mal à apprendre, on va avoir l'impression que l'équipe finalement n'évolue plus, stagne, voire même n'arrive plus à délivrer, si elle dépasse cette charge cognitive. Et là où en vient le bouquin, il vient expliquer, pour mesurer cette charge cognitive, différentes techniques, différentes recommandations. La première, c'est revenons-en à ces domaines métiers. Veillons d'abord que un domaine ne soit géré que par une et une seule équipe. Évitons que 2 équipes overlap, parce que si les 2 équipes travaillent sur ce même domaine, alors ça va nécessiter davantage d'interactions entre elles. Or justement, on veut essayer plutôt de les faire fonctionner isolés et d'avoir un juste niveau d'interaction. Si elles doivent collaborer quotidiennement, ne serait-ce que pour un dépôt de source, que pour se mettre d'accord sur les règles métiers, ça va consommer beaucoup d'énergie et ça va augmenter fortement cette charge cognitive. Une seconde recommandation par rapport à ces domaines, c'est le fait d'avoir environ 2 à 3 domaines dits simples par équipe.
là on restera volontairement évasif sur la question de domaine simple. Il faut voir là plus une recommandation comme ok, équipe, vous avez en charge ces éléments, est-ce que pour vous c'est simple ou c'est compliqué? Donc 2 ou 3 domaines simples, et si tant est qu'elle est un domaine complexe, alors pas plus d'un seul. C'est parce que une équipe qui travaille sur 2 domaines complexes, on arrive souvent à une dynamique d'avoir des sous-équipes dans l'équipe, ce qui perturbe fortement la fluidité de l'équipe. Un dernier élément, justement, c'est de se dire, bah, ok, si une équipe, finalement, elle pourrait être même plus nombreuse pour gérer ces domaines complexes, pour la tendance, finalement, et la bonne pratique qui nous reviendrait, c'est de se dire, ok, comment peut-on faire pour ne serait-ce qu'avoir de cette grande équipe qui, comme vous le voyez dans le schéma, nécessite finalement beaucoup d'interactions entre chacun, ne serait-il pas plus aisé pour elles, ne serait-ce pas diminuer leur charge cognitive que d'en avoir 2 équipes finalement isolées, chacune effectivement en responsabilité de ce domaine complexe. Alors, au-delà des grandes pratiques, de se dire, ok, c'est bien, comment dire, c'est gentil, ça a l'air simple, effectivement. Moi, le retour d'expérience que je vais vous faire, et pour illustrer un petit peu cette notion-là, c'est que j'ai accompagné une équipe, et la principale demande du client, c'était, ok, cette équipe, j'ai l'impression qu'elle délivre pas, je comprends pas pourquoi. Et au regard de ce livre, je me suis dit, bah, tiens, faisons figurer un petit peu la liste des domaines qu'elle gère. Et ce qu'on voyait, c'est que c'était une équipe de 7 personnes, dont 2 personnes, en fait, le mois suivant, elles allaient disparaître de l'équipe pour voguer vers d'autres horizons. Que cette équipe avait 3 domaines simples qui faisaient sens d'un point de vue d'unité et avait un sens, ça partageait somme toute la même vision, ça servait finalement le même but, donc ça c'était ok. Par un concours de circonstances, ils avaient besoin d'une mécanique d'authentification, mais c'était pas du tout leur domaine de compétence, leur domaine d'expertise à la fois métier et technique, mais voilà, le système a dit, bah, si tu en as besoin, tu le fais, donc ils se retrouvaient avec ce domaine complexe à gérer, et en plus, parce qu'on on pensait qu'ils étaient très bons, on leur avait refilé un autre domaine simple lié à l'événement de la marketplace, mais qui, comment dire, pareil, ne faisait pas sens avec les API data qu'elles avaient par ailleurs. Et donc dès le début, rien qu'avec ce simple schéma, on pouvait voir, ok, peut-être que si l'équipe n'arrive pas à délivrer, c'est qu'en fait, elle-même est obligée de se sous-diviser, déjà peu nombreuse, est obligée de se sous-diviser entre toutes ces activités de domaine, puisqu'elle était en logique de build and run. Pour ajouter une couche sur cette charge cognitive, Team Topologies définit 3 types de charge cognitive. La charge cognitive intrinsèque, extrinsèque, essentielle. Intrinsèque, c'est quels sont les efforts que je dois faire pour développer les moyens techniques liés à mon domaine d'expertise. Donc si je suis développeur, qu'est-ce que je dois me souvenir de comment déclarer une classe en Java, comment bien coder, et d'avoir un ensemble de bonnes pratiques pour faire mon code. Ensuite, une fois que j'aurai terminé ce code, je vais passer un système de review, et puis une fois qu'il sera reviewé, je vais le faire valider, et puis ensuite je vais tâcher de le mettre en prod. Ah ouais, comment est-ce que je dois faire? Toutes ces interactions-là qui sont un petit peu en dehors du domaine d'expertise et qui vont plus être en interaction avec le système, on va parler ça justement de charge cognitive extrinsèque. Comment j'interagis avec ce système pour effectuer mes opérations. Enfin, la charge cognitive essentielle, c'est celle qui est liée au domaine métier que j'assure. Et donc, par exemple, l'exemple qui est pris, c'est de se dire comment fonctionne la déclaration d'un sinistre auprès d'une assurance. Ce qui est... On commence déjà à avoir effectivement une répartition un peu différente de cette charge cognitive, et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler presque sur chacune d'elles. Sur la charge cognitive intrinsèque, tous les gens du craft vous diront, c'est à force de répéter et de pratiquer, de faire des dojos, que voilà, on est plus en confiance, on est plus en maîtrise. Et donc elle diminue en fait au fur et à mesure de l'exercice et de l'expertise qu'on gagne. La charge cognitive essentielle, elle, là par contre, elle est incompressible. Le domaine métier est ce qu'il est, c'est ce qu'il définit, mais c'est ce qu'on voyait précédemment. Pourquoi ne pas diviser peut-être et réorganiser peut-être ces domaines métiers pour essayer de découper et de n'avoir finalement une équipe, un domaine simple? Ça resterait l'idéal, si tant est que ça soit possible. Et enfin, la charge extrinsèque, elle, c'est celle qui augmente en fait au fur et à mesure que les moyens de communication augmentent, qu'on parle notamment de passage à l'échelle, de l'agilité à l'échelle, qui va nécessiter davantage de communication, d'interaction, d'alignement, et tout ça effectivement, ça va augmenter notre charge cognitive,
Et ça peut être réduit au travers de ça, et ça serait le troisième volet de la charge cognitive. Mais juste avant ça, je voudrais juste illustrer donc cette fameuse équipe Vador que j'étais en accompagnement, où voilà, on a fait un assessment de ces 3 types de charges cognitives, où on voyait que l'équipe sur ces charges cognitives intrinsèques, ça allait, c'était en maîtrise. Ils commençaient à progresser sur certaines technologies, mais quand même sur des éléments comme Kafka, Kubernetes ou Datadog, qui leur avaient été décrits comme les standards de leur domaine de travail, ils avaient encore besoin de formation et ils ne se sentaient pas en maîtrise. Et si jamais il y a un problème un peu nouveau qui tombait en prod, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir le maîtriser. Sur la charge cognitive essentielle, je ne vais pas revenir dessus, la slide précédente illustrait que ils crevaient les plafonds. Et sur la charge cognitive extrinsèque, pareil, c'était quand même énorme, parce qu'il y avait énormément de canaux de communication différents selon qu'on communiquait avec l'équipe, avec le département, avec le reste de l'organisation. Qu'il y avait aussi beaucoup de collaboration avec différentes équipes qui étaient censées les aider, sauf qu'en multipliant chaque fois ces collaborations avec chacune de ces équipes, ça faisait beaucoup. Et donc la charge cognitive extrinsèque, elle, pareil, elle crevait les plafonds. Et justement, sur la question de la collaboration et de cette charge cognitive extrinsèque, le point fort, et ce pourquoi ce bouquin s'appelle Team Topologies, c'est qu'il définit finalement une topologie, un modèle, si vous voulez, pour dessiner ces équipes et leurs interactions. Et dans ce modèle, on va retrouver 4 types d'équipes: les Streamline, les Enabling Teams, Complicated Subsystem Teams et les Platform Teams. Les Streamline, on voudrait que la plupart des équipes donc IT, donc de nos systèmes techniques, soient de ce style-là, parce que c'est les équipes qui vont s'aligner donc sur le flux de valeur. Quand je dis qu'elles vont s'aligner sur le flux de valeur, c'est que tout ce qu'elles vont produire va être effectivement produit en direction du marché, duquel on va pouvoir récupérer un feedback, et de ce feedback, on va pouvoir se réaligner. Et on va essayer de travailler comme ça en flux continu, de se dire, je produis de la valeur, le marché me répond par rapport à la valeur que je lui ai présentée, et je me réaligne continuellement là-dessus. Et pour aider ces équipes, on va voir les 3 autres types, que sont les Enabling Teams, qui sont des experts de certains domaines, qui vont pouvoir me coacher, qui vont pouvoir me former. On a les Complicated Subsystem Teams, qui sont des équipes qui vont essayer d'absoudre une complexité souvent rare pour pouvoir m'aider. Alors, un exemple, c'est plus facile de comprendre un exemple là-dessus. Une équipe qui va gérer de la reconnaissance vocale, par exemple, c'est typiquement une équipe de type Complicated Subsystem Team. En entrée, on va peut-être leur donner, un fichier son comme un MP3, et en sortie, elles vont me ressortir un texte. L'utilisation est simple, c'est ce qu'on va leur demander qu'ils produisent comme application, mais ce qui se passe entre eux, ça doit être horriblement compliqué, ça va nécessiter des expertises assez pointues. On va essayer d'isoler en fait cet élément-là dans une équipe. Et enfin, la Platform Team est pareil, un peu comme la Complicated Subsystem Team, elle va essayer de produire un logiciel qui va aider justement les Streamline Teams à s'aider. Ça peut être des équipes d'Ops, ça peut être des équipes d'infra, mais ça peut être aussi des équipes qui produisent une API pour que des gens fassent une expérience front et que ces fronts consomment différentes API pour pouvoir produire une expérience personnalisée, par exemple. Et entre ces équipes, on va avoir 3 modes d'interaction, que sont la collaboration, le X as a service et le facilitating. La collaboration, on connaît bien ce mot en français. Dans le sens de Team Topology, c'est quand une équipe est en collaboration avec une autre, c'est qu'il y a une forte dépendance entre les deux. C'est une équipe qui va avoir besoin de se connecter beaucoup, de se voir souvent. Quand je dis souvent, c'est au moins 2 à 3 fois par semaine. En fait, elles vont voir, à minimum. Et donc, le fait que ces équipes soient là en collaboration, c'est chouette, c'est aidant. Par contre, tout cet exercice-là est très consommateur d'énergie, parce qu'il y a une équipe qui n'est pas autonome par rapport à l'autre. Et l'inverse, c'est justement ce mode X as a service. Si j'ai besoin de quelque chose de l'autre équipe, j'ai même pas besoin de la contacter, je suis autonome pour aller récupérer en fait leurs applications, leurs produits. Typiquement, quand vous vous dites je vais faire un serveur Google Cloud, vous n'avez pas besoin d'une équipe Google pour vous aider. Vous allez juste sur leur interface, vous montez votre serveur et hop, c'est tout bon pour vous. Troisième mode d'interaction qui est le facilitating, qui est le plus un peu plus hasardeuse, on va dire, c'est la conjonction des deux. Donc c'est souvent effectivement l'idée qu'une équipe va coacher ou va faciliter un petit peu le travail
d'une autre, mais pas au sens qu'elle va rendre dépendante l'autre. Elle va peut-être la faire progresser, mais si celle qui facilite n'était pas là, l'autre équipe pourrait quand même avancer. Elle avancerait sans doute un peu moins vite ou avec un peu moins de maîtrise. Et donc comment ça s'articule tout ça? Selon un design, entre guillemets, qui a l'air aussi simple que ça. Et vous voyez là, en fait, les modes d'interaction privilégiés qu'on va avoir entre des plateformes team et des complicated subsystem team qui vont être en X as a service pour une streamline. Donc se dire, voilà, la streamline, elle peut avancer toute seule, il n'y a pas de problème, et elle est autonome pour aller capter les sortants de ces deux équipes, et une enabling team qui, voilà, peut-être une équipe de coach, donc qui va les aider à grandir et progresser dans leur pratique. À nouveau, une illustration de ce que ça donnait un petit peu dans l'équipe Vador. Alors, je n'ai pas exactement repris tout à fait le même canevas parce que voilà, sur Miro, j'avais pas forcément exactement les mêmes icônes. Mais donc le X as a service, vous pouvez le voir. La collaboration, c'est plus effectivement par ce diagramme en forme de chemin de fer et la facilitation avec le pointillé. Et vous voyez que cette équipe là qui se trouve en plein milieu, en fait, elle était en collaboration avec 4 équipes. Or, Team Topologies nous dit si jamais vous avez de la collaboration entre équipes, il vaudrait mieux qu'une seule. Donc là aussi, c'était une illustration de se dire pourquoi est-ce qu'elle a l'air aussi lente, aussi ralentie. C'est parce que tout ça, ça lui prend en fait du cerveau disponible. Et on voyait aussi que avec l'équipe Sécu, effectivement, en tant qu'enabling team, elle était censée aider cette équipe-là à être coachée, mais même l'équipe se disait, tantôt ils le font, tantôt ils nous mettent des bâtons dans les roues. Et donc on sentait bien qu'il y avait une interaction qui était à clarifier. Et vous voyez qu'en fait, cette image, ça a l'air peut-être un petit peu indigeste pour vous, c'est justement en fait comprendre que c'était sans doute aussi indigeste pour l'équipe. Si c'est quand vous utilisez ce modèle pour modéliser donc les interactions avec les équipes et vous dites vous faites des nœuds au cerveau, c'est fort probable que en fait, si vous faites des nœuds au cerveau, c'est pas tant que le modèle est bon ou vous n'avez pas bien compris, c'est qu'assez rapidement vous dites c'est certainement des nœuds au cerveau que les équipes se font dans leurs interactions. Et donc augmentent leur charge cognitive et donc sont moins performantes. Et une dernière recommandation, peut-être obvious pour certains d'entre vous, un modèle, c'est pas une fin en soi, ça doit juste être un support de conversation. Ce qui s'est passé avec cette équipe, c'est qu'une fois qu'on a désigné ce modèle, elle a été davantage autonome pour se dire voilà, toi avec équipe Sécu, on va faire un atelier parce qu'on a besoin de clarifier notre modèle de communication, ça peut pas. On sait vers quoi maintenant on veut aller sur une interaction de type facilitating, et revenons-en justement à là c'est ok que tu nous facilites, et là c'est quand tu nous facilites pas la vie. Ça a permis effectivement de l'équipe d'ajuster ses interactions avec notamment cette équipe Sécu. Voilà une très brève synthèse de toutes les recommandations du livre. Maintenant, je cédais la parole à Romain, qui va nous expliquer en disant, ok, au-delà du livre, au-delà de cet ensemble de recommandations, comment ça se met en place dans des missions? Allons-y, parce que ce livre, il nous a forcément donné des idées et il nous a donné à réfléchir. On s'est posé la question, ok, c'est cool, on fait des dessins, à quoi ça peut bien servir, et surtout comment ça se met en œuvre dans un contexte d'entreprise, tout simplement. Donc déjà, on s'est dit, mais avec quoi ça se connecte? C'est quoi l'écosystème autour de ce formalisme qu'on va appeler formalisme Team Topologies, voilà. Et le lien le plus rapide, le plus facile, le plus naturel, ça va être avec le DDD, d'une part. C'est-à-dire que DDD et Team Topologies vont bien marcher ensemble pour pouvoir avoir une vue réaliste de ce qui se passe sur le terrain et de pouvoir détecter, notamment, les points d'accrochage entre l'organisation et le système technique sous-jacent. Il va falloir avoir ces outils qui permettent d'inspecter l'organisation en place pour pas juste faire du dessin sur un tableau, mais aider à la formalisation d'un modèle réaliste. Voilà. Après, il y a une autre dimension qui est une dimension technologique. On a des concepts technologiques, concepts d'architecture, des technologies aussi, souvent, qui permettent aujourd'hui de mettre en place le découplage des applications. Et c'est un des
des objectifs, ou peut-être une des grandes dimensions qu'amène Team Topologies, c'est d'avoir une sorte d'évolution du système avec une graduation du mode de collaboration, vous l'avez compris, donc une interaction de collaboration très, très énergivore au moment où on va explorer des nouvelles choses ou sur des terrains qui sont inconnus, et donc ou alors des enjeux très stratégiques, et donc on va injecter beaucoup d'énergie, on va investir beaucoup d'énergie. Donc là, on va avoir des équipes qui vont être très en collaboration. Et puis l'objectif, quand même, c'est une sorte de découplage. Donc peu à peu, on va voir cette collaboration forte, cette proximité entre deux équipes qui réalisent ensemble quelque chose, se détacher. On va voir également les sous-jacentes technologiques se généraliser, génériser, je sais pas, de faire en sorte qu'un service puisse être consommé non pas juste par l'équipe avec laquelle l'équipe productrice était en collaboration, mais va être consommé par l'ensemble de l'organisation. Et donc, on voit qu'en fait, ce découplage, c'est le mode de croissance des organisations et qui empêche la complexité accidentelle des applications qui sont produites de façon un peu désordonnée. Donc, le fait de maîtriser le chemin ou l'évolution de l'organisation, on va tendre vers un découplage technologique. Et donc, pour ça, il fallait aussi qu'il y ait la possibilité en termes d'outils technologiques. Et donc, on voit que ces outils, ils sont là, ils se développent, on va dire qu'ils sont même à la mode, entre guillemets. Plus ou moins à la mode, hein, il y a les modes un peu passés. Et puis après, il y a une autre dimension qui est la dimension stratégique, qui aide à la qualification, à la réconciliation entre l'ambition de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, l'ambition, là où elle veut être forte, là où elle veut se différencier, là où elle doit explorer de l'inconnu, et également l'analyse stratégique du marché, logiciel en l'occurrence, des possibilités technologiques, et de se dire que ces outils-là nous permettent à la fois de prendre des bonnes décisions en termes d'implémentation d'une architecture, les choix d'architecture technique, et puis qui vont guider aussi le niveau d'investissement, l'effort, le budget qui va être positionné sur chacune des équipes en termes de temps homme, par exemple. Et puis aussi, après, ça va impacter combien les équipes sont grosses, combien les équipes sont plus petites, où est-ce qu'on met vraiment de l'effort, où est-ce qu'on souhaite mettre l'accent. En fait, là où c'est difficile pour des collectifs d'utiliser ce genre de réflexion dite sociotechnique, c'est que déjà on va dire que les architectures techniques sont complexes, mais là on va en plus ajouter une dimension qui est la dimension organisationnelle plus la dimension stratégique. Et donc on va se rendre compte que ça va être très très compliqué de naviguer dans autant d'informations. Et donc on va naviguer dans des informations techniques, organisationnelles, stratégiques, à la fois dans le micro au sens des hommes et de leurs compétences, et puis au niveau macro, au niveau des équipes, des organisations entre les équipes, et donc avec des granularités qui vont varier. Et puis on va penser dans le présent, c'est-à-dire avec la situation actuelle, on va partir de l'existant, et puis on va penser aussi dans le futur. Et donc il va falloir faire le trait d'union entre les deux. Et donc toutes ces dimensions en même temps, ça fait beaucoup de choses à tenir en lévitation, on va dire. Il va falloir réfléchir dans tous ces contextes à la fois. La façon pour progresser dans un système complexe, c'est pas une découverte, c'est la pluridisciplinarité, c'est du collaboratif haute définition, entre guillemets, c'est-à-dire synchrone, colocalisé dans la mesure du possible, et interactif, et itératif et incrémental, c'est-à-dire progresser et apprendre au fur et à mesure, voir les effets et les conclusions qu'une modification du système apporte, et puis revoir sa copie fréquemment. Ça vous dit sûrement quelque chose, parce que je pense que c'est la même chose qu'on applique dans l'agilité. L'objectif, c'est de l'appliquer là, dans le processus de réflexion qui fait émerger ce modèle d'organisation aligné avec la technologie, aligné avec la stratégie. Si je vous montre deux cas sur lesquels on a agi, je vais vous donner les grandes étapes par lesquelles on est passé,
pour faire émerger ces organisations en fonction du problème. Et vous allez voir qu'on retrouve un pattern. C'est dans l'état actuel de nos connaissances. On ne peut pas dire qu'on ait une expérience de dingue là-dessus. On a peut-être 1 an et demi, 2 ans d'expérience. Et voilà, l'objectif, c'était de réconcilier, de commencer à capitaliser sur finalement qu'est-ce qui devient un usage récurrent. Le cas numéro 1, la demande, entre guillemets, c'est aidez-moi à passer d'une orga projet à une orga produit avec la contrainte d'un effectif constant. D'accord ? Cette demande-là, elle est quand même assez générique. Bon, là, c'est pour un client en particulier, mais elle est assez générique. On la voit, on voit qu'elle est récurrente. C'est un changement de paradigme qui arrive. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé des outils du DDD, donc Event Storming et Context Mapping, pour déterminer les domaines. En termes DDD, les domaines, on va dire que c'est des domaines fonctionnels et techniques. Voilà, c'est un mix des deux. Voilà. Et puis, ensuite, on a explicité ces domaines, on les a qualifiés. On a explicité, on a décrit et ensuite on a qualifié. Qualifié, ça veut dire qu'on a mis en relation ces domaines avec les informations stratégiques, à la fois sur combien le domaine participait aux objectifs, aux ambitions de l'entreprise, et combien le domaine avait un terrain mature, un terrain technologique mature. Donc, par exemple, est-ce qu'il existait des composants techniques, des produits, des solutions sur le marché comme ça, disponibles? Est-ce que c'était une brique assez générique ou est-ce que c'était encore état de l'art et que c'était encore un domaine en développement sur le marché? Et donc, ça permettait comme ça de qualifier un peu le domaine. Est-ce qu'on doit, par exemple, et ensuite de prendre des décisions par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on doit internaliser le domaine, garder le domaine avec des compétences de développement interne, ou est-ce qu'on peut l'externaliser à un prestataire, ou est-ce que finalement c'est une solution sur étagère, et donc, entre guillemets, il ne faut que l'administrer. Et pour ça, en fait, il y a des outils qui s'appellent Core Domain Chart et Wordly Map, et ça permet rapidement et surtout collectivement de qualifier comme ça un grand nombre de domaines. Tout ça, c'est des ateliers, hein, d'accord. Et ensuite, on a eu une 4e étape qui était de déterminer les équipes. On avait une espèce de paysage avec des domaines, et donc l'objectif, c'était d'attribuer ces domaines à des équipes, avec la sensibilité qu'on avait sur les domaines. Est-ce que ce sont des domaines complexes ou plus ou moins complexes, on va dire? Et puis, est-ce que ces domaines sont plus ou moins matures sur le marché? Et puis, est-ce que ces domaines contribuent plus ou moins à la stratégie? Et en fonction de ça, de se dire, est-ce que c'est plus ou moins stratégique que l'équipe qui soit en charge de certains domaines et plus ou moins de moyens par rapport pour réaliser ce domaine le plus rapidement possible. Donc, c'est tout ça, déterminer les équipes, c'est vraiment un geste stratégique, c'est-à-dire combien l'entreprise privilégie certaines équipes qui ont en responsabilité certains domaines pour faire avancer l'entreprise très rapidement sur des domaines bien identifiés. Ça ne veut pas dire que le reste, c'est du legacy, entre guillemets. Le reste fonctionne aussi en équipe autonomisée avec un domaine de responsabilité, comme on peut le voir, hein, avec des équipes produits. Ça veut juste dire que l'ensemble de l'organisation est au courant et a explicité que certains domaines devaient avoir la voie royale, entre guillemets, pour livrer fréquemment, rapidement du logiciel et de façon simple. Voilà, on faisait une optimisation locale sur les domaines qui sont les plus stratégiques. Et donc, là, quand on voit les équipes qui sont, entre guillemets, responsables de ces domaines, on se rend compte que ce sont des streamline teams, ce sont des équipes sur lesquelles on va essayer d'enlever tous les obstacles, quoi. Et le reste de l'organisation se met au service de ces équipes streamline pour un certain moment. À partir du moment où l'entreprise change d'ambition ou modifie sa stratégie, il est possible qu'on modifie également l'organisation sous-jacente pour réattribuer les priorités et donc du coup réattribuer les moyens aussi éventuellement qu'on met à disposition des équipes. Les moyens de faire, hein, voilà, les types de solutions, mais aussi peut-être les moyens en termes d'effectifs, ce genre de choses. Et donc ensuite, la dernière étape pour cet orga produit, en fait, l'idée c'était qu'une fois qu'on avait des équipes avec des domaines, eh bien on formalisait, on faisait des frameworks, des descriptions
produits. Donc finalement, on redonnait du sens à l'équipe en disant voilà les produits dont était responsable l'équipe, voilà les objectifs de chacun des produits, voilà comment on mesure la performance des produits, voilà. Et d'avoir à la fois la réconciliation entre les objectifs métiers, les objectifs technologiques et la fiche produit, voilà, des trucs qu'on revoit assez fréquemment. Donc ça, c'était typiquement pour répondre à cette question de transition d'une orga projet à un orga produit. Encore une fois, c'était une cible, on a designé une cible. L'intérêt, c'est que c'est un design collectif, collaboratif, et que on voit bien que les voix s'expriment et que le résultat, la sortie de ces ateliers, de ce processus, est quelque chose de plus ou moins consensuel, mais en tout cas, ça a été travaillé ensemble. Le change ensuite est peut-être un peu facilité. Deuxième cas, sur lequel je voulais revenir, c'est un problème. Le problème, c'est confirmez-moi que mon design d'orga hors sol fonctionne avec mon architecture IT. Donc en fait, c'est un client qui avait fait une orga avec un cabinet de conseil, qui avait fait une nouvelle orga avec des gens et puis des équipes, et puis des logiciels. Puis chaque équipe s'occupait de logiciels, ils avaient essayé de faire des liens. Et donc, en fait, ils se demandaient, est-ce que ça va fonctionner avec mon actif logiciel, quoi. Est-ce que ma nouvelle orga, que j'ai pensé un peu hors sol, va fonctionner avec mon actif logiciel? Et donc, c'est intéressant dans cette réflexion socio-technique, c'est qu'on peut on peut se poser la question, est-ce que le logiciel est adéquat par rapport à l'organisation cible? On peut se dire que peut-être l'organisation cible a été pensée autour des objectifs stratégiques de l'entreprise. Et donc, du coup, est-ce que l'architecture IT est en alignement avec l'organisation cible? Ou au contraire, là, c'était la question qu'on nous posait, est-ce que l'organisation cible est en accord, va pouvoir opérer, va pouvoir faire du build et du run sur les assets logiciels, voilà. Tout ça en concordance, en résonance avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est un peu la même chose, vous allez voir, hein. Finalement, on repasse avec un outil de description du système actuel. Alors justement, là, on était un peu entre les deux, parce qu'il y avait aussi une ambition derrière ça, donc le développement de nouveaux services. Donc, il y avait à la fois la reproduction du run en cours, donc quelle est l'expérience délivrée auprès des utilisateurs, et puis ensuite, on avait accolé l'expérience cible sur un nouveau domaine métier. Et donc ça, c'était déterminer les domaines, c'est encore une fois, event storming, context mapping, c'est quelque chose qu'on voit quasiment en standard lorsqu'on va découvrir un contexte. Ce qui est intéressant dans cet outil en particulier, c'est que chaque acteur peut se saisir de cet outil, et donc on voit autour de la table des gens qui sont de la technologie, des gens qui sont du métier, des gens qui sont du management, et qui vont commencer à parler le même langage et comprendre ensemble comment est constitué leur système. Ensuite, donc ces domaines, on y associe les assets IT, donc les applications sous-jacentes. Quand on parle du domaine facturation, qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est quoi les briques logicielles qu'il y a en dessous? Ensuite, ces domaines, on les a qualifiés. Donc là, c'était avec la même compréhension, c'est-à-dire qualifier, ça veut dire qualifier les domaines par rapport à la stratégie, qualifier les domaines par rapport à la maturité du marché en termes de solutions, et puis de voir combien ces domaines avaient besoin de ressources, étaient à la fois stratégiques ou matures en termes de marché IT. Et puis ensuite, on a réconcilié. Finalement, cette qualification des domaines-là, on a réconcilié ça avec la cible d'organisation, et on s'est dit, si on applique les principes de Team Topologies au regard des informations qu'on a à propos des domaines, qu'est-ce que ça nous ferait faire comme décision, et qu'est-ce qu'on voit en décalage sur la proposition de design d'orga, entre guillemets, hors sol, hein. C'est pas péjoratif, hein, c'était vraiment la description. Et donc, du coup, voilà, si ce domaine d'orga, il vient à l'encontre de certaines optimisations induites par les informations qu'on a. Par exemple, si un domaine nous apparaît comme ultra stratégique et très peu mature, donc il faut consacrer beaucoup de ressources humaines à ce domaine, par exemple. Et donc, si on voit que ce n'est pas le cas sur la reco, ça veut dire qu'il y a une dissonance. Et nous, notre job, c'est de mettre en
en exergue les dissonances et de poser des problématiques, quoi. Et c'était à eux ensuite de prendre les décisions. C'est OK de voir une dissonance et de faire un autre choix. C'est un choix, c'est une décision. Il le fait juste en conscience. Donc, si j'essaie de faire un peu la moyenne, entre guillemets, ou essayer d'harmoniser, ou de me dire, mais finalement, qu'est-ce que ça nous amène à penser, hein, qu'est-ce que ça nous amène à synthétiser, on a toujours une phase de découverte de la structure du système technique. Et donc là, DDD semble être quand même un outil qui est très puissant. Et donc, ça va bien avec Team Topologies. Ensuite, on qualifie ces domaines par rapport aux enjeux. Et donc là, on revoit quasiment toujours les mêmes outils ressortir aussi, hein, Worldly Map et Core Domain Chart. Et puis, il y a aussi un petit peu d'outils autour des business models et les modèles de coûts. Ensuite, à partir de ces domaines, on établit des équipes. Une équipe peut avoir plusieurs domaines. D'accord ? Et donc là se joue à la fois combien, en termes d'effectifs, on ne parle pas des compétences, hein, on ne va pas à ce niveau-là, mais en termes d'effectifs et de budget, combien on va attribuer de budget à chacune des équipes qui sont en responsabilité des domaines. Voilà, donc on va avoir des grandes masses, hein, encore. Et ça va être itératif, d'accord ? Ça va être au fur et à mesure, on va voir émerger, les résultats au fur et à mesure des conversations. Et sachant que c'est un jeu à somme nulle, de toute façon, il y a un moment où il va falloir faire des choix. Et voilà. Et ce sera des choix qui seront faits collectivement. Et la dernière étape, une dernière activité, c'est la description du cadre de fonctionnement du système. Donc là, c'est plus sur le modèle opérationnel. Et donc, bon, là, on reboucle plutôt avec de l'agilité. Donc, la question, c'est dans quel ordre on fait tout ça? Et en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est-à-dire que ça doit être fait un peu en même temps. C'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de thématiques à aborder. Et donc, ces informations, elles vont se recroiser et elles vont s'auto-corriger, entre guillemets, elles vont s'ajuster au fur et à mesure. Donc là, le tact dans ces activités, ça va être d'avancer les pions au fur et à mesure pour que la connaissance et les décisions du système se fassent collectivement, progressivement, jusqu'à arriver à une copie qui semble être la meilleure copie, considérant toutes les contraintes du système. Je vous propose de terminer par quelques takeaways, donc par rapport à tout ce qu'on s'est raconté avec Gilles, et puis ensuite on passera à une session de questions-réponses. Première chose que sur laquelle je voudrais reboucler, la loi de Conway, si je la simplifie au maximum, plus les équipes collaborent étroitement, plus leurs actifs logiciels sont naturellement couplés. D'accord ? Je collabore tous les jours avec des gens dans la même salle que moi. A priori, on va construire des logiciels qui vont dépendre fortement l'un de l'autre, qui seront couplés fortement l'un à l'autre. Sinon, si c'est une équipe avec qui j'interagis peu, en mode self-service, donc X as a service, self-service, dans ce cas-là, a priori, mon logiciel sera beaucoup moins couplé avec le logiciel de l'équipe avec laquelle je souhaite me connecter. Et donc, ça va à tous les niveaux, hein. C'est-à-dire que le couplage le plus fort, en fait, c'est les gens qui sont dans la même équipe. Voilà. Une autre dimension qui a été abordée par Gilles, Team First, d'accord. Donc, Team First, ça veut dire qu'on réfléchit au niveau de l'équipe, c'est l'entité, c'est l'unité de base. Ça veut dire qu'on réfléchit un peu moins avec les individus, mais plus avec le collectif qui est formé au niveau de l'équipe. Ça veut dire qu'on réfléchit aussi à la capitalisation de la connaissance et à la capitalisation de la relation qu'a créée l'équipe, l'expérience au niveau de l'équipe. Vous avez entendu parler de charge cognitive d'équipe, et c'est à contrebalancer avec la taille de l'équipe. Plus la taille de l'équipe est grande, plus, a priori, elle peut prendre une charge cognitive élevée, d'accord ? Mais ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la charge cognitive elle va plafonner, tout simplement parce qu'on va perdre en efficacité. Donc ça, c'est le deuxième point. Il va falloir contrebalancer l'efficacité locale, c'est-à-dire la taille d'équipe. Plus l'équipe est petite, plus l'efficacité locale dans l'équipe est grande. Et l'efficacité globale, c'est-à-dire le nombre d'équipes. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a beaucoup d'équipes à synchroniser, globalement, ça va être très difficile de faire en sorte que toutes les équipes soient alignées tout le temps. D'accord ? Donc, il va falloir se faire ce compromis entre les deux. Il va falloir expliciter les modes de communication.
Et donc là, ce qui est proposé, c'est Team API. Donc, je décris au reste du monde comment interagir avec moi. Ça permet à l'équipe aussi de ne pas être interrompue dans son travail et de ne pas multiplier les canaux de communication. On sait que c'est une perte de temps. Et idéalement, un domaine, une équipe. Alors ça, c'est l'idéal de l'idéal, mais ça n'arrive jamais. D'accord. Donc, a priori, c'est N domaines, X domaines, N domaines pour une équipe. D'accord. Si jamais il y a une équipe, si jamais il y a plusieurs équipes sur un domaine, dans ce cas-là, c'est un choix que vous devez faire. C'est-à-dire que bon, ouais, c'est un choix que vous devez faire. Team topologies, donc les schémas qui sont produits, le formalisme, c'est un support à la conversation. C'est ce qui va vous permettre de trouver un langage commun avec toutes les personnes autour de la table pour se dire, OK, comment on veut que les équipes collaborent entre elles, comment on veut mettre de la distance entre les équipes de façon consciente, de façon assumée, pour produire un certain design d'architecture, pour faire émerger naturellement un certain design d'architecture. Voilà. Donc c'est un support à la conversation. Ce n'est pas une recette magique, c'est surtout pas une lettre de mission ou un ordre pour les équipes qui s'organisent. C'est surtout, avant tout, une façon d'initier et de supporter la conversation. Quand on dit réorganisation socio-technique, c'est un processus incrémental et collectif, d'accord. A priori, si vous faites un Big Bang, vous allez avoir très très mal pendant un certain temps, jusqu'au moment où vous allez continuer à modifier le modèle jusqu'à trouver un optimal. Donc l'idéal, c'est plutôt de procéder par petits pas, de se donner une cible et puis de se dire quel changement minimal on pourrait faire pour aller un peu plus vers la cible. Vos choix, avec cette réflexion socio-technique, la question principale à résoudre, c'est où est-ce que l'entreprise doit maximiser l'efficacité locale? Où sont les enjeux et où l'entreprise choisit de dérouler le tapis rouge. Voilà. Et c'est OK. Pendant un certain temps, ce domaine-là, ces équipes-là auront le tapis rouge et le reste de l'organisation va se mettre au service de ces équipes-là. De ces équipes, on va dire, les streamlines. Voilà. Et pour finir, juste, voilà, DDD plus Team Topologies égale amour. Je suis convaincu que ça initie, aujourd'hui, on est en train d'initier une nouvelle dynamique sur l'architecture en général, et notamment l'architecture qui inclut l'organisation et qui inclut la stratégie autant que l'architecture technique. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes. Nous passons aux questions-réponses. Vous avez 3 questions qui sont ni plus ni moins que les derniers messages dans le chat. Eh bien, allons-y alors. Qui sont les participants typiques pour ces ateliers pour obtenir un résultat adapté au contexte et facilement adopté? De manière plus large, comment faire pour identifier les bonnes personnes pour ces ateliers? Quelle est la durée des ateliers? C'est une question compliquée. Il faut de la représentativité, c'est-à-dire que l'idéal, c'est que dans la salle, il y ait des participants ou des représentants des opérationnels, les gens qui font, voilà, qui font côté métier et qui font côté IT, si la limite existe encore chez vous, des représentants du management, parce que ça va impacter leur rôle, voilà. Et donc le management opérationnel, encore une fois, et puis également des gens, plutôt des dirigeants. Pourquoi? Parce qu'ils vont devoir, à la fin, in fine, ils vont devoir signer et mener, encadrer la réorganisation. Et donc, ça peut tirer des enjeux d'entreprise qui sont autres que juste le delivery, quoi. Voilà. Les enjeux RH, les enjeux budgétaires, la collaboration avec le métier, si jamais on réfléchit que côté IT. Mais voilà. Et de toute façon, oui, je ne sais pas si ça a été explicité, mais là, on ne parle plus dans nos réflexions, là, on ne parle plus métier IT. L'objectif, c'est de mettre autour de la table les gens qui contribuent à la fabrication du logiciel. Voilà, quelles que soient les compétences. Mathieu, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Est-ce que tu... Voilà. Si tu es encore dans la salle. Ah, durée, pardon. Durée. C'est...
En fait, tu vois, par exemple, sur le cas numéro 2, où c'était plutôt un assessment, quoi. C'est en gros, on vous donne notre avis. C'était assez rapide. Les ateliers, c'est des ateliers qui durent 2 heures. C'est plutôt plusieurs sessions de 2 heures, donc 2-3 sessions de 2 heures pour les ateliers de découverte, d'accord, du système. Et là, c'est pour que, entre guillemets, un consultant se fasse l'idée. Donc, un consultant ou en interne, un archi d'entreprise, se fasse une idée. Et donc, après, la question, c'est lorsqu'on passe en mode design, en mode conception, là, il faut générer de l'alignement et c'est difficile à dire en tout combien de temps tu vas devoir consacrer à ça. Et puis, ça dépend aussi de la taille la taille de l'organisation que tu souhaites faire évoluer. Si tu as une organisation avec, je sais pas, 5 équipes de delivery, c'est pas la même chose que si tu organises une DSI en entier, quoi. Voilà. Donc c'est un peu difficile comme question à répondre de façon comme ça. Ok, merci. Sur les cas 1 et 2 présentés, quel ordre de temps cela vous a pris pour arriver à un résultat? Ouais, donc je disais pour le cas numéro 2, c'est de l'ordre, en temps calendaire, c'est de l'ordre de 3 semaines. Et en temps homme, ou en temps présentiel, c'est de l'ordre de 5 jours, 5 jours d'atelier, interview, tout ça, plus un peu de travail à côté. Tac, tac, tac. Et pour le cas numéro 1, ça s'est fait sur plusieurs mois. Je n'ai pas exactement le chiffre sur le cas numéro 1, parce que ce n'est pas moi qui l'ai porté. C'est plusieurs mois, parce que ça a été... parce qu'il a fallu, en fait, ça n'a pas été fait juste en chambre, quoi. Il a fallu que les gens soient disponibles, il a fallu que les gens s'alignent. Et pour rien vous cacher, il y a eu forcément des ateliers où la finalité de l'atelier n'était pas respectée. C'est-à-dire qu'on n'avait pas eu l'alignement, il a fallu remettre une pièce et continuer la réflexion. Et dans ces cas-là, il faut avoir un support, un sponsor, un support qui est assez présent et volontaire pour donner de la latitude et faire en sorte que les équipes se représentent une deuxième fois à l'atelier et s'alignent pour de vrai. Dans la présentation du cas numéro 2, combien de temps a duré la démarche de workshop, de construction, de consensus autour de l'organisation cible? Ah, l'organisation cible, nous, on ne l'a pas faite. Dans le cas numéro 2, c'était plus une baffe. Donc, c'est plus on regarde votre système et on le qualifie, c'est-à-dire qu'on va lui donner des attributs, on va essayer de prendre de l'information, on va le jauger au regard des critères qui sont les critères Team Topologies, hein, et puis on va voir ensemble ce que ça dit par rapport à votre cible. Donc, nous on n'avait pas fait ça. On n'a pas fait l'organisation cible. On l'a fait sur le numéro 1. Et ouais, c'était en calendaire, c'était 3 mois. Et en temps homme, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Sous quel format et avec qui se sont faits les ateliers? Donc, ces ateliers, c'était du distanciel. Donc, c'était que du Miro, en l'occurrence. Hein. Et c'était des formats de 2 heures. En y revenant plusieurs fois, il y avait une chaîne par exemple, sur l'event storming, c'était toujours les mêmes personnes. On n'a pas changé à chaque fois, hein, toujours les mêmes personnes. Et c'était sur 3 ateliers de 2 heures pour initier la première vue, on va dire, en termes de flux de travail, quoi, voilà. Et puis la qualification aussi. Et les gens à mettre autour de la table, ce sont à la fois les gens qui savent, donc les opérationnels, et puis les gens qui décident, parce qu'on veut les embarquer dans la décision. Alors, donc, une fois que la cible est trouvée et partagée, je suppose que les vraies difficultés apparaissent. Mettre en musique la cible, des expériences, anecdotes à partager. La vraie difficulté, elle est double. Ça dépend des organisations, mais elle est, oui, bien sûr, déjà avoir des dirigeants qui disent go, c'est la cible, c'est très compliqué. Parce que à partir d'une certaine taille, les organisations ont du mal à s'engager. Et plus que la cible, c'est le premier pas. La cible, ça montre une intention, d'accord, mais on part d'un existant, forcément. Donc,
comment on fait pour faire un premier pas vers la cible et voir comment ça fonctionne. Et la vraie difficulté, les difficultés, il y a forcément des personnalités qui sont différentes, par exemple. Et donc, il y a des personnalités qui vont avoir du mal à voir leur rôle changer. Mais ça, je dis un peu, c'est trivial, quoi, dans tous les changements, toutes les transformations. Et notamment, par exemple, quand on va demander à des équipes de collaborer étroitement ensemble, alors qu'elles ne le faisaient pas auparavant, et bien, la posture, par exemple, entre guillemets, vous avez une demande, créer un ticket, vous savez, cette fameuse réplique, la collaboration, c'est pas ça. La collaboration, c'est pas créer un ticket, quoi. Créer un ticket, c'est plutôt du X et des services, et encore. Voilà, faut que ce soit vraiment dans des conditions bien spéciales. Et donc c'est comment on fait pour que les gens apprennent à interagir suivant ces codes-là. C'est-à-dire comment on retrouve de la collaboration là où il en faut, et comment on retrouve du formalisme là où il en faut aussi. Donc c'est plus le comment on arrive à induire un changement de posture, à accepter certains changements de posture, à comprendre. À l'échelle du groupe qui était dans la salle pour faire le design, je pense que tout le monde a compris parce qu'il y avait de la pédagogie en amont, etc. Et pour faire arriver la cible à l'échelle, ça va nécessiter aussi que les gens comprennent. Mais une fois qu'ils ont compris, c'est pas pour ça qu'ils vont le faire. Voilà, ils vont pas changer du jour au lendemain de façon de faire quand ça fait 20 ans qu'ils font ce job-là. Gilles, tu avais allumé ta caméra, tu veux dire quelque chose ? En fait, juste remettre en lumière qu'au regard de tes réponses, comment dire, vous sentez effectivement peut-être, vos questions sont super intéressantes. D'un point de vue de Romain et moi, on est quand même encore au début, on va dire, de cette approche. On sent bien effectivement un truc qui commence à émerger, différentes phases, mais on est loin effectivement d'avoir suffisamment d'expérience pour être les experts et avoir quelque chose vraiment de plus cadré que cela. Alors nous voilà 15h, là je vais reprendre ma casquette d'organisateur, nous voilà 15h42. Je vous propose de clôturer là cette session. Romain et moi on reste à disposition pour répondre aux questions, mais si effectivement les gens souhaitent prendre des pauses, c'est avec... je vous en prie. Ouais, il y a une question du coup de Johan. Comment mesurer de manière factuelle la charge cognitive d'une équipe ? En fait, Johan, j'aurais besoin que tu me précises ce que tu veux dire par la charge factuelle, de manière factuelle. En fait, il n'y a pas de... Moi, j'entends... Non. D'accord. En fait, à ce stade, l'expérience qu'on a pu faire à différentes entreprises, c'est plus que ce qu'on a montré, à savoir est-ce que l'équipe est à son seuil de charge cognitive, voire au-delà? Est-ce qu'elle est en maîtrise, mais c'est quand même pas confortable, ou est-ce qu'elle est confortable? Au travers alors effectivement d'un ensemble d'éléments qu'elle va pouvoir effectivement factualiser, mesurer. On parlait tout à l'heure de l'équipe Vador qui, sur sa charge cognitive intrinsèque, se sentait pas hyper confort, mais ça va. Donc on est plus un peu comme un... Comment dire ? Ça reste une question de ressenti, en fait, par rapport à l'équipe. Donc c'est là où le ressenti et le factuel, pour moi, il y a un moment où ça a du mal à merger. Et c'est plus effectivement une perception de l'équipe au travers d'un ensemble d'éléments. Et encore une fois, juste cette catégorisation de charge cognitive permet justement d'ouvrir le dialogue, de commencer à catégoriser les choses. Mais à ce stade, en tout cas, on n'a pas d'échelle de mesure, en tout cas, là-dessus. Moi, je dirais que la comparaison entre les équipes, elle va se faire.
ça va être un peu au doigt mouillé. Hein. On va comparer à un moment. On va comparer. L'objectif, c'est de pouvoir, à un moment, comprendre qu'il y a une dimension qui s'appelle la charge cognitive, qui n'existe pas vraiment, quoi, qui n'existait pas vraiment, en tout cas qui n'était pas prise en compte, et que cette charge cognitive, elle a des impacts. Voilà. Et donc, on peut l'assumer et dire, non, mais cette équipe-là, elle a une charge cognitive très haute. Je tire le trait. Hein. Elle a une charge cognitive très haute, et c'est OK, c'est by design, parce que les applications ou les domaines qu'elle a en responsabilité, eh ben, c'est pas si grave si on n'est pas hyper réactif. Et puis, et donc, l'équipe, par contre, on va la chouchouter pour qu'elle puisse se sentir à l'aise dans le fait qu'elle a beaucoup de sujets à gérer et qu'elle doit mettre à distance, entre guillemets, le fait de gérer autant de sujets. C'est pareil, si elle a plein de sujets, plein de technologies, elle va être moins efficace que le reste de l'organisation. Et donc, c'est de se dire, on est OK avec ça. Et donc, vous pouvez vous-même déterminer quel est votre ABAC. Vous pouvez dire, c'est le nombre de domaines métiers fois le nombre de technologies, fois le nombre de processus de CI/CD, de déploiement, d'environnement de déploiement, pas d'environnement, mais de plateforme de déploiement. Quoi. Parce que des fois, il y a plusieurs filières de déploiement, et donc en fonction, le processus est différent. Et donc, en fait, si vous prenez cette ABAC-là, si vous pensez que c'est des choses qui sont impactantes pour les équipes aujourd'hui, vous pouvez ensuite généraliser, mais ne mettez pas de chiffres. Je pense pas. Faites une évaluation un peu molle. Voilà. Si vous commencez à mettre des chiffres et à comparer, on n'est pas au 10e près, quoi. Donc, je pense que c'est plus un outil intellectuel, un outil à avoir en tête, plutôt qu'un thermomètre, en fait. Parce que justement, le thermomètre, il est très précis, il est répétable, il est standard. A priori, on n'est pas dans cette configuration-là. Parce que la charge cognitive d'une équipe en fait, le seuil de charge cognitive d'une équipe à l'autre, entre le moment où l'équipe fonctionne bien et le moment où elle déconne complètement, va varier en fonction des membres de l'équipe, de leur expérience à travailler ensemble, de l'expérience individuelle, du nombre de personnes dedans. Donc, c'est difficile de rendre ça si comparable, quoi. Il va falloir juste l'avoir en tête lorsque vous faites les choix. Difficile de factualiser vraiment. À moins que vous soyez vraiment dans une étape d'assessment et de voir où est-ce qu'il y a des pics de charge cognitive dans votre organisation actuelle. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Vous avez nos emails dans la presse. Je sais pas si on peut la déposer quelque part, la presse. Avec ma casquette d'orga, ouais. Je dirais qu'effectivement on peut on peut déposer la presse soit dans un drive que je te communiquerai, Romain, soit effectivement on la dépose sur un slide share et tu me communiques l'URL et on repartagera de toute façon toutes les slides courant la semaine prochaine. Ok. Bon, d'accord, entendu. Merci à toutes et à tous de votre intérêt. Ciao. Et bonne fin de journée à vous. Salut.